Dalida avait tout ce qu'un être humain peut désirer, et pourtant, elle est morte complètement seule. 170 millions de disques vendus. Des scènes à Paris, à Tokyo, au Caire, à Las Vegas. Une maison à Montmartre que les touristes visitent encore aujourd'hui comme un sanctuaire. Et pourtant, dans la nuit du 3 mai 1987, la femme la plus célèbre de France a pris un verre de whisky, avalé une dose létale de barbiturique et laissé un mot de 6 mots. La vie m'est insupportable. Pardonnez-moi. 6 mots pour une vie de 54 ans. Mais ce que presque personne ne sait, ce que les gros titres n'ont jamais raconté, c'est que Dalida n'est pas morte cette nuit de mai. Dalida mourait depuis 20 ans, lentement, perte après perte, homme après homme, silence après silence. Et chaque fois que le monde pensait qu'elle s'était relevée, qu'elle revenait plus forte, que les applaudissements l'avaient sauvée, quelque chose en elle s'éteignait un peu plus. J'ai passé des semaines à éplucher des archives biographiques, des interviews d'époque jamais traduites et des témoignages directs de ceux qui l'ont connue de près pour reconstruire ce qui s'est vraiment passé derrière le mythe. Et ce que j'ai trouvé n'est pas l'histoire d'une artiste qui n'a pas su gérer la célébrité. C'est quelque chose de bien plus dévastateur. C'est l'histoire d'une femme qui a tout essayé, l'amour, la maternité, la réinvention, et qui a vu chaque tentative se transformer en une nouvelle cicatrice. 3 hommes qu'elle a aimés de tout ce qu'elle avait. Les 3 se sont donné la mort. Un enfant qu'elle n'a jamais pu avoir. Et une chanson enregistrée 4 ans avant sa mort, qui sonne aujourd'hui différemment, complètement différemment, quand on sait ce qui est venu après. C'est ce que nous allons reconstruire aujourd'hui. Il y a des villes qui marquent leurs enfants pour la vie. Et il y a des villes qui les expulsent. Le Caire de 1933 n'était pas un endroit facile pour naître différente. Yolanda Cristina Gigliotti est venue au monde le 17 janvier de cette année-là à Choubra, un faubourg du Caire où vivaient les familles italiennes émigrées qui avaient traversé la Méditerranée en cherchant quelque chose que l'Italie ne pouvait pas leur donner. Son père, Pietro Gigliotti, était premier violoniste à l'Opéra du Caire, un homme de talent, de sensibilité, de ceux qui comprennent le monde à travers le son. Mais le talent ne payait pas les dettes, et la famille vivait avec la dignité juste que donne la culture quand l'argent ne suffit pas. Yolanda a grandi entre partitions et conversations en italien. Elle avait 2 frères Bruno, qui seraient toujours le plus proche d'elle, et Orlando, l'aîné. 3 enfants d'une famille qui appartenait à 2 mondes et ne parvenait pas vraiment à s'intégrer dans l'un ou dans l'autre. Mais ce qui marquerait Yolanda plus que la pauvreté, plus que cette identité suspendue entre l'Italie et l'Égypte, c'était quelque chose que personne n'aurait choisi pour un enfant. Petite, Yolanda avait un strabisme. Elle portait de grosses lunettes à monture métallique, celles qui, dans les années 40, signalaient un enfant comme différent, comme cible facile. Selon ceux qui l'ont connue à cette époque, les autres enfants se moquaient d'elle à l'école. On dit qu'Yolanda a passé des années convaincue qu'elle était laide, pas moyennement laide, mais profondément laide, avec cette certitude cruelle que seuls les enfants savent installer chez les autres enfants pour toujours. Et pourtant, quelque chose en elle refusait d'accepter ce verdict. On ne sait pas exactement quand elle a décidé que la scène serait son salut. Mais il y a des gens qui soutiennent que c'est la musique de son père qui a planté cette graine entendre chaque soir comment un violon pouvait transformer une petite chambre en quelque chose d'immense. Si le son pouvait faire ça, peut-être qu'elle aussi pouvait. En 1951, à 10 à 8 ans et sans en parler à sa famille, Yolanda s'est présentée à son premier concours de beauté. Elle n'a pas gagné, mais elle n'a pas abandonné non plus. 3 ans plus tard, en 1954, elle a réessayé, cette fois avec plus de détermination, avec une autre assurance dans le regard, avec quelque chose de différent dans la façon de se tenir devant un jury. Et cette fois, Yolanda Gigliotti a remporté le titre de Miss Égypte 1954. Pour le monde extérieur, c'était un concours de beauté. Pour elle, c'était un passeport, parce que ce qu'Yolanda voulait, ce n'était pas une couronne. Ce qu'elle voulait,
C'était une raison de monter dans un avion et de ne pas revenir. Et le 25 décembre 1954, c'est exactement ce qu'elle a fait. Elle a pris un vol pour Paris avec le peu qu'elle avait, sans vrai contact dans la ville, sans parler couramment le français, sans savoir exactement ce qu'elle trouverait de l'autre côté. Mais le Caire ne pouvait plus lui donner ce dont elle avait besoin. Paris en 1954, c'était tout le contraire de Choubra. C'était le bruit, la lumière artificielle, un accent sur un autre dans chaque café, une ville qui ne devait rien à personne et qui exigeait qu'on gagne son respect chaque soir. Yolanda a commencé depuis le bas. Elle a chanté au cabaret Le Drap d'Or sur les champs, Élysée, puis à la Villa d'Est, de petites salles, des publics exigeants, des nuits qui finissaient tard et commençaient dans l'incertitude. Pas de garantie, pas de filet de sécurité. Juste une fille de 21 ans avec un accent italien chantant en français pour gagner le droit de continuer à essayer. C'est dans ces salles que quelqu'un l'a vue. Et ce quelqu'un allait tout changer même si ce n'était pas exactement de la façon qu'elle espérait. Parce que Paris peut vous construire, mais il peut aussi vous détruire. Et parfois il fait les deux en même temps, avec la même main, sans vous demander la permission. Ce qu'Yolanda ne savait pas encore, ce qu'aucune fille de 21 ans, fraîchement arrivée dans une nouvelle ville, ne pourrait savoir, c'est que le prix de la scène allait être bien plus élevé que n'importe quel contrat ne pourrait le stipuler. Bien plus élevé. Il y a des gens qui apparaissent dans votre vie au moment exact où vous en avez besoin. Et il y a des gens qui apparaissent au moment exact où vous êtes le plus vulnérable. Le problème, c'est que de l'intérieur, les deux se ressentent pareils. Lucien Maurice avait 30 ans quand il a vu Yolanda chanter pour la première fois dans une petite salle de Paris. Il était directeur des programmes d'Europe 1. La radio la plus influente de France à cette époque, l'homme qui décidait quelle chanson tout un pays écoutait chaque matin. Un homme habitué à découvrir des talents, à construire des carrières, à avoir raison sur des paris que les autres n'osaient pas faire. Et quelque chose dans cette fille aux grands yeux, avec un accent italien, l'a stoppé net. Maurice n'a pas tardé. Il lui a proposé d'enregistrer. Il lui a donné un nouveau nom, Dalida, tiré du nom du film Delilah de Cécile B. 2000, qui était à la mode à cette époque, selon ce qu'on raconte. Et en 1956, ils ont lancé ensemble Bambino, une version de la chanson napolitaine Guaglione, enregistrée en français, avec la voix d'une femme qui sonnait comme si elle était née en chantant. En quelques semaines, le disque s'est vendu à plus de 300 000 exemplaires. En quelques semaines, Yolanda Gigliotti a cessé d'exister et Dalida a pris sa place. Mais ce que personne n'a vu à ce moment-là, ou ce que personne n'a voulu voir, c'est que derrière cette construction se cachait une dynamique qui allait se compliquer. Parce que Maurice n'avait pas seulement construit une artiste, il était tombé amoureux d'elle. Selon ceux qui les ont connus, la relation entre Dalida et Maurice n'a jamais été tout à fait équilibrée. Il l'avait créée, ou du moins, c'est ce qu'il ressentait. Et il y a des gens qui soutiennent que ce sentiment de possession, déguisé en amour et en admiration sincère, est ce qui a rendu si compliqué ce qui est venu ensuite. Ils se sont mariés le 8 avril 1961. Ce fut un mariage que le monde du spectacle français a célébré comme une union parfaite. L'homme qui avait misé sur elle, et la femme qui avait dépassé toutes les espérances. Mais la perfection publique survit rarement à l'intimité privée. Le mariage a duré moins d'1 an. Dalida l'a quitté. On dit que c'était pour Jean Sobieski, un peintre avec qui elle a vécu une passion intense mais brève. Mais selon des sources proches de son entourage, la raison la plus profonde était autre. Dalida avait besoin d'être elle-même, pas la création de quelqu'un d'autre. Et avec Maurice, cette distinction était impossible à maintenir. Maurice a essayé de le surmonter. Il a essayé avec le travail, avec d'autres relations, avec le temps qui en théorie guérit tout. Mais ceux qui le connaissaient disaient qu'il n'avait jamais trouvé le moyen d'éteindre ce qu'il ressentait pour elle. On dit qu'il continuait à l'appeler jusqu'à la fin, qu'ils se parlaient encore, qu'ils maintenaient une amitié qui pesait trop pour lui
pour n'être que de l'amitié. 8 ans après le divorce, en septembre 1970, Lucien Maurice a pris son pistolet dans son appartement de Paris et s'est tiré une balle dans la tête. Il avait 41 ans. Dalida a reçu la nouvelle comme on reçoit, celles qui ne surprennent plus tout à fait, mais qui détruisent quand même. Parce qu'à ce stade, elle savait déjà quelque chose, qu'elle ne pouvait pas encore articuler à voix haute, que les personnes qui l'aimaient semblaient ne pas pouvoir survivre à cet amour. Ce n'est pas une affirmation qu'elle a faite directement à cette époque. C'est une hypothèse qui s'est formée au fil des années, selon ceux qui l'ont accompagnée de près, que Dalida a commencé à porter une culpabilité que personne ne lui avait imposée formellement, mais que personne non plus ne s'était chargé de démanteler. Le premier homme qu'il avait aimé de tout ce qu'il avait était mort, et ce qui allait venir ensuite serait encore pire, parce qu'entre Maurice et le chapitre suivant de cette histoire, il s'est passé quelque chose que Dalida n'a jamais raconté complètement en public. Quelque chose qu'elle a gardé pendant des années avec la même discipline qu'elle gardait sa contenance sur scène. Quelque chose qui s'est passé à San Remo, en janvier 1967, et qui a tout changé. San Remo, janvier 1967. Le festival de la chanson italienne était alors ce qu'il a toujours été, une vitrine, une compétition, un cirque élégant, où les meilleurs artistes du pays jouaient leur réputation devant des millions de téléspectateurs. Cette année-là, parmi les participants, il y avait un auteur-compositeur de 28 ans qui ne s'intégrait pas vraiment dans ce monde de paillettes et de mélodies faciles. Luigi Tenco. Il était mince, au regard sombre, de ceux qui semblent porter le poids du monde sur les épaules et qui en plus l'apprécient. Auteur-compositeur engagé, intellectuel, mal à l'aise avec l'industrie musicale mais incapable de s'en éloigner. 5 ans de moins que Dalida, et complètement différent de tout ce qu'elle avait connu avant. On dit qu'ils sont tombés amoureux avec la vitesse et l'intensité de ceux qui savent, sans pouvoir expliquer pourquoi, que le temps qu'ils ont ensemble est limité. Pour le festival, ils avaient préparé ensemble une chanson, Ciao Amor, Ciao. Une chanson qui parlait d'un homme qui quitte son village et la femme qu'il aime pour aller en ville, chercher quelque chose qu'il ne sait pas nommer, belle, mélancolique, trop honnête pour un concours conçu pour le divertissement. Le jury l'a éliminé au premier tour. Ce qui s'est passé ensuite, personne ne l'a vu venir. Ou peut être que certains l'ont vu et n'ont pas su comment l'arrêter. Dans la nuit du 26 au 27 janvier 1967, Luigi Tenco est monté dans sa chambre à l'hôtel Savoie de San Remo. La chambre numéro 219. Il a fermé la porte et s'est tiré une balle dans la tempe. C'est Dalida qui a trouvé le corps. Il y a des moments dans la vie qu'on ne peut pas décrire de l'extérieur parce que personne qui ne les a pas vécus ne peut vraiment comprendre ce qu'ils signifient. Entrer dans une chambre et trouver mort l'homme qu'on aime est l'un de ces moments. Ce que Dalida a ressenti dans cette chambre du Savoie cette nuit de janvier est quelque chose qu'elle-même n'a jamais pu articuler complètement en mots, selon ceux qui étaient proches d'elle après. Ce qui est resté documenté, c'est le mot que Tenco avait laissé. Il accusait le festival de San Remo, le public italien, une industrie qui préférait la médiocrité à l'honnêteté. Mais selon des sources proches de Dalida, elle n'a jamais vraiment cru cette explication. Que l'élimination du concours avait été le déclencheur, oui, mais que derrière il y avait quelque chose de plus sombre, de plus ancien, de plus personnel, quelque chose qu'elle avait vu dans ses yeux et qu'elle n'avait pas su comment arrêter. Un mois plus tard, le 26 février 1967, Dalida était à l'hôtel Prince de Galles, à Paris, et elle a avalé des barbituriques. Ce n'était pas un geste vague, ce n'était pas une impulsion d'une seconde. Selon les archives médicales de l'époque et les témoignages connus, elle a ingéré une dose qui aurait dû la tuer. Elle est restée 5 jours dans le coma. 5 jours pendant lesquels le monde du spectacle français a retenu son souffle. Quand elle s'est réveillée, les journalistes lui ont demandé « Pourquoi ?» Et Dalida a répondu avec cette capacité qu'elle avait de dire la vérité, d'une façon qui sonnait presque comme de la fiction. Je voulais partir avec lui, moi aussi. Elle a survécu. Mais il y a des gens qui soutiennent que quelque chose en elle
n'a pas tout à fait survécu, que la femme qui est sortie de ce coma était différente de celle qui y était entrée, plus fragile en privé, plus blindée en public, comme si elle avait appris que trop montrer était dangereux, que la douleur exposée devenait spectacle, et le spectacle, quelque chose qui ne lui appartenait plus. Elle est retournée sur scène, parce qu'elle revenait toujours sur scène. C'était la seule chose qui ne défaillait jamais, la seule chose qui ne l'abandonnait pas, la seule chose qui répondait exactement comme elle espérait qu'elle réponde. Mais la vie privée, c'était une autre affaire. Et peu après ce retour, il s'est passé quelque chose que Dalida a gardé pendant des années dans le silence le plus absolu. Quelque chose qui n'était ni dans les journaux, ni dans les interviews, ni dans les biographies autorisées de l'époque. Quelque chose qui a laissé une blessure qu'aucun applaudissement n'a jamais pu refermer. Après le coma, les médecins lui avaient recommandé de s'éloigner de Paris, des scènes, du bruit constant qui avait été sa vie pendant 11 ans. Elle avait besoin de temps, d'air, de distance par rapport à tout ce qui lui rappelait San Remo et la chambre 219 de l'hôtel Savoie. Dalida a choisi l'Italie. Et en Italie, comme il arrive souvent aux personnes qui essaient de se remettre de quelque chose de trop grand, la vie a continué à bouger, même si elle n'était pas prête à ce qu'elle bouge. Elle a rencontré un jeune homme. On ne connaît pas exactement son nom complet, ni tous les détails de leur rencontre. Il y a des versions différentes, selon la source. Mais ce qui a bien été documenté, d'abord dans les insinuations de Dalida lors d'interviews, et ensuite dans ce que son frère Orlando a confirmé des années plus tard, c'est qu'il était un étudiant romain. Jeune, très jeune. Il avait environ 10 à 8 ans. Elle en avait 34. On dit que c'était une relation brève mais intense, de celle qui arrive quand quelqu'un est en train d'essayer de recommencer à ressentir quelque chose après avoir trop ressenti. Et qu'à un moment de cette relation, Dalida a découvert qu'elle était enceinte. Des années plus tard, en 1973, Dalida a enregistré une chanson que beaucoup ont écoutée comme une simple ballade romantique. Elle s'appelait « Il venait d'avoir 18 ans ». Une chanson racontée du point de vue d'une femme plus âgée qui se souvient d'un jeune garçon avec qui elle a vécu quelque chose de fugace, mais de réel. Ce fut l'un de ses plus grands succès. Mais selon des sources proches de son entourage, cette chanson n'était pas de la fiction. C'était un souvenir. C'était la seule façon que Dalida avait trouvé de parler en public de quelque chose qu'elle n'avait jamais pu raconter directement. Parce que lorsqu'elle est tombée enceinte de cet étudiant romain, il lui a demandé d'avorter. Il ne voulait pas être père. Il était trop jeune, lui a-t-il dit. Il n'était pas prêt. Et selon ce qu'on raconte, la décision de Dalida n'a pas été simple ni rapide, mais finalement, elle a accepté. L'avortement a été pratiqué clandestinement. À cette époque, il était illégal en France, et les conditions dans lesquelles ces procédures étaient pratiquées étaient, dans le meilleur des cas, dangereuses. Selon l'hypothèse la mieux documentée par ceux qui ont étudié sa vie, l'opération s'est mal passée. Dalida est restée stérile. La femme qui avait survécu 5 jours dans le coma. La femme qui avait perdu l'homme qu'elle aimait dans une chambre d'hôtel. La femme qui avait construit une carrière entière à partir de zéro dans une ville qui n'était pas la sienne. Elle avait maintenant aussi perdu la possibilité d'être mère. Pour toujours. Dans une interview ultérieure, quand on lui a demandé ce qu'elle pensait de la maternité, Dalida a répondu avec cette précision à elle, qui tranchait sans élever la voix. « J'avais besoin d'un père pour mes enfants. » Une phrase qui disait tout, sans rien expliquer. Son frère Orlando a été plus direct des années après. Selon lui, Dalida avait toujours voulu être mère. Pas comme un projet secondaire, pas comme un complément à la célébrité, mais comme quelque chose de central, comme quelque chose qu'elle sentait lui appartenir et qui n'est jamais venu. Orlando a soutenu que ce vide avait grandi avec les années, d'une façon que la scène ne pouvait pas compenser. Que les applaudissements de 170 millions de disques vendus ne remplissaient pas ce que remplirait un enfant. Et il y a des gens qui vont encore plus loin. Il y a des gens qui soutiennent que c'est à ce moment-là, pas à San Remo, pas dans le coma de février, mais dans cette clinique clandestine d'Italie, que Dalida a compris pour la première fois
que le destin lui avait pris quelque chose qu'il n'allait pas rendre. Elle est retournée sur scène. Elle revenait toujours sur scène. Elle a enregistré des disques. Elle a rempli des stades. Elle a réinventé son son avec la pop des années 70, avec la disco, avec des ballades qui se vendaient à des millions d'exemplaires. Pour le monde extérieur, c'était une machine à succès, une diva imbattable, une femme qui semblait plus forte après chaque chute. Mais selon des sources proches, en privé, Dalida avait commencé à faire quelque chose que personne qui la connaissait de loin n'aurait pu remarquer. Elle avait commencé à rester de plus en plus longtemps seule dans sa maison de Montmartre, à sortir moins, à parler moins de ses projets d'avenir, à se référer à sa vie avec une distance subtile, comme si c'était la vie d'une autre personne qu'elle observait de l'extérieur. Et alors, en 1972, quelqu'un est apparu, quelqu'un de complètement différent de tout ce qu'elle avait connu avant. Un homme qui prétendait être immortel, qui disait avoir 400 ans, qui convainquait tout le monde de tout et qui, pendant presque une décennie, a convaincu Dalida qu'il était peu, être encore possible de construire quelque chose qui dure. Il y a des gens qui entrent dans votre vie comme une tempête et vous font croire qu'ils sont le soleil. Richard Chanfray était ce genre de personne. Il est apparu dans le Paris du début des années 70, comme apparaissent les personnages d'un certain genre de roman, sans passé vérifiable, avec une histoire trop belle pour être complètement vraie, et avec cette assurance particulière de ceux qui ont décidé que la réalité est négociable. Il se faisait appeler le comte de Saint-Germain. Il affirmait être le même comte de Saint-Germain du XVIIIe siècle, l'alchimiste mystérieux qui, selon la légende, avait trouvé le secret de l'immortalité et avait fréquenté les cours européennes pendant des décennies, sans vieillir d'un seul jour. Ce n'était pas une plaisanterie, ou du moins, il ne l'a jamais présenté comme tel. En 1972, Chanfray est apparu à la télévision française et a affirmé, devant les caméras, qu'il pouvait transformer le plomb en or. Selon l'hypothèse la plus répandue parmi ceux qui l'ont étudié, c'était un homme d'intelligence exceptionnelle, grand charme et une capacité presque illimitée à faire croire aux autres exactement ce qu'il voulait qu'ils croient. Un mythomane brillant, l'ont dit certains. Un séducteur dangereux, ont dit d'autres. Il a été officiellement présenté à Dalida en décembre 1972, lors d'une soirée au théâtre Marigny à Paris. Et quelque chose dans cet homme qui disait avoir 400 ans a trouvé quelque chose chez cette femme qui se sentait depuis presque 2 décennies plus vieille qu'elle ne l'était. Ce qui a suivi fut 9 ans ensemble. La relation la plus longue de la vie de Dalida. Ils se sont installés dans la maison de la rue d'Orchamps à Montmartre, cette maison que Dalida avait achetée des années auparavant et qui est devenue avec le temps son seul vrai refuge. Un bâtiment en pierre blanche avec jardin, dans l'une des rues pavées du quartier le plus bohème de Paris. Selon ceux qui leur ont rendu visite à cette époque, la maison était le reflet exact de Dalida pleine de livres, d'objets rapportés de voyages, de photographies, de ce mélange de luxe discret et de chaleur authentique qu'ont les gens qui ont beaucoup vécu et n'ont plus besoin de rien prouver. Avec Chanfray, selon des témoignages de personnes proches, Dalida a été plus heureuse qu'à aucune autre période de sa vie adulte. On dit qu'elle riait davantage, qu'elle cuisinait, qu'il passait des après-midi entières sans parler de musique ni de spectacle, qu'il y avait quelque chose dans l'extravagance de lui qui désactivait le sérieux d'elle, qui l'obligeait à ne pas se prendre trop au sérieux, un monde qui lui avait trop coûté. Mais Chanfray avait un autre visage. Selon des sources proches de leur entourage, Richard Chanfray était d'une personnalité extrêmement complexe, jaloux, à l'excès, avec des sautes d'humeur qui pouvaient transformer un après-midi tranquille en quelque chose de complètement différent, sans avertissement préalable. Il y a des gens qui soutiennent que par moments la relation a été directement violente, bien que cela n'ait jamais été confirmé publiquement par aucune des 2 parties de leur vivant. Ce qui est sûr, c'est qu'à un moment de 1981, après 9 ans, Chanfray a essayé de convaincre Dalida de quitter Montmartre. Selon la version la mieux documentée, ils ont planifié ensemble un déménagement à Neuilly, un quartier plus calme, plus bourgeois, plus éloigné du bruit. Les valises, disent ceux qui étaient proches,
sont arrivées à être prêtes, et alors Dalida s'est arrêtée. Au dernier moment, elle a décidé qu'elle ne pouvait pas partir, que cette maison était la seule constante de sa vie, qu'abandonner Montmartre, c'était s'abandonner elle-même. La relation n'a pas survécu à cette décision. Ils se sont séparés en 1981. Chanfray a continué sa vie avec d'autres relations, avec ses affirmations d'immortalité, avec cette personnalité qui continuait à générer fascination et rejet à parts égales. 2 ans plus tard, à l'été 1983, Richard Chanfray s'est assis dans sa Renault 25 à Saint-Tropez, a fermé les fenêtres et a laissé les gaz d'échappement faire le reste. Il est mort avec sa nouvelle compagne. Le comte de Saint-Germain, l'homme qui prétendait avoir vécu 400 ans, avait décidé que c'était suffisant. Quand Dalida a appris la nouvelle, ceux qui étaient avec elle ont dit qu'elle n'a pas pleuré immédiatement, qu'elle est restée silencieuse pendant un moment que personne n'a su quantifier exactement, et qu'ensuite, très lentement, elle a dit quelque chose que personne qui l'a entendu n'a pu oublier. Selon des sources proches, Dalida a dit qu'elle portait malheur, pas comme une expression toute faite, pas comme ce genre d'hyperbole que les gens utilisent pour traiter la douleur, mais comme une conviction qui se formait depuis des années et qui avait enfin trouvé les mots exacts. Maurice, Tanco et, maintenant, Chanfray. 3 hommes, 3 suicides, 3 fois, la même nouvelle, arrivant de façon différente, mais avec le même poids, au final. Et au milieu de tout ça, son ami proche Mike Brand, le chanteur israélien, avec qui elle avait partagé des scènes et des confidences, avait sauté depuis un appartement de Paris en 1975. Un autre nom sur une liste que personne ne devrait jamais avoir à constituer. Il y a des gens qui soutiennent que c'est après la mort de Chanfray que quelque chose en Dalida s'est définitivement fermé. Pas d'un coup, rien en elle n'arrivait d'un coup, mais lentement, comme une porte qui se ferme millimètre par millimètre pendant des mois, jusqu'au jour où il n'y a plus moyen de l'ouvrir de l'extérieur. Elle a continué à travailler, elle a continué à enregistrer. En 1983, cette même année où Chanfray est mort, elle a sorti une chanson qu'il est aujourd'hui impossible d'écouter de la même façon quand on sait ce qui est venu après. Elle s'appelait « Mourir sur scène ». Mourir sur scène. Et les paroles parlaient de vouloir mourir ainsi entouré d'applaudissements, de lumière, de public, pas de vieillesse, pas de solitude, pas dans une chambre fermée avec un verre de whisky à la main. Mais la vie de Dalida avait depuis longtemps cessé de ressembler à ses chansons. Depuis l'extérieur, les dernières années de Dalida ressemblaient à un triomphe. Elle continuait à remplir des scènes, elle continuait à vendre des disques, elle continuait à être cette figure magnétique qui entrait sur une scène et transformait l'air en quelque chose de différent. La France l'adorait, le monde arabe la vénérait, le Japon la traitait comme une déesse de la pop. En 1985, elle a reçu la Légion d'honneur, la plus haute distinction que la France accorde à ses citoyens. Une femme née au Caire, fille d'un violoniste calabrais émigré, décorée par la République française dans le grand salon de l'Élysée. De l'extérieur, tout avait du sens, tout était cohérent avec l'histoire de succès que le monde avait décidé de raconter sur elle. Mais de l'intérieur, c'était autre chose. Selon ceux qui la fréquentaient dans ces dernières années, Dalida avait commencé à se retirer. Pas d'un coup, jamais d'un coup, chez elle, mais avec cette progressivité qui fait que les gens autour de vous ne savent pas exactement quand ça a commencé, ni comment ils auraient dû le voir venir. Elle refusait des projets qu'elle aurait acceptés sans hésiter avant. Elle annulait des engagements sociaux avec des excuses qui sonnaient raisonnables, mais se répétaient trop. Elle passait des journées entières dans la maison de la rue d'Orchamps sans sortir, entre ses livres, ses objets rapportés de décennies de voyage, ses photographies et ce petit jardin, avec du lierre et de la pierre blanche qu'elle entretenait elle-même, avec une attention qu'elle réservait à très peu de choses. Ceux qui lui rendaient visite à cette époque décrivaient toujours la même chose. Une belle maison, ordonnée, silencieuse, trop silencieuse pour quelqu'un qui avait passé 30 ans entouré de bruit constant.
comme si Dalida avait progressivement vidé la maison de personnes pour se retrouver seule avec les objets qui au moins ne partaient pas, ne mouraient pas et ne demandaient rien en échange. On dit que dans ces dernières saisons, elle dormait mal, que les nuits étaient longues et que parfois, elle accueillait l'aube dans le jardin, assise, une tasse de café froid à la main et le regard fixé sur rien de précis. En 1986, Dalida a enregistré ce qui serait son dernier album studio. Elle a continué à donner des interviews. Elle a continué à apparaître à la télévision avec cette présence qu'elle avait et qui remplissait tout le cadre, sans effort apparent. Il y avait quelque chose en elle que les journalistes décrivaient comme de la sérénité, ce mot qu'on utilise quand quelqu'un a cessé de lutter contre quelque chose et qu'on confond parfois avec la paix. Mais selon des sources proches de son entourage, ce n'était pas de la paix, c'était autre chose. C'était la fatigue de quelqu'un qui porte trop depuis trop longtemps et qui, à un moment donné, cesse simplement de prétendre que le poids n'existe pas. On dit que dans ces dernières semaines, elle parlait différemment, avec un calme qui déconcertait ceux qui la connaissaient bien, parce que ce n'était pas son calme habituel. Il était plus profond, plus définitif, comme la quiétude qui s'installe dans une pièce après qu'une décision importante a été prise et qu'il n'y a plus rien à résoudre. Ceux qui étaient avec elle dans ces jours-là soutiennent que rien dans son comportement extérieur n'alertait de ce qui allait arriver, qu'elle riait, qu'elle s'enquérait des enfants de ses amis, qu'elle parlait de projets futurs avec une naturelle qui ne laissait pas de place aux soupçons. Et pourtant, la nuit du 2 au 3 mai 1987, personne ne sait exactement ce que Dalida a fait heure par heure. Personne n'était avec elle. Cela seul dit tout la femme qui avait rempli des stades, qui avait toujours eu quelqu'un près d'elle, qui avait construit des décennies de vie publique entourée de personnes, a passé ses dernières heures complètement seule dans cette maison en pierre blanche à Montmartre. On sait qu'à un moment de cette nuit, elle s'est assise, a pris du papier et a écrit 3 mots. Un pour Orlando, son frère l'homme qui avait été à ses côtés depuis le Caire, qui avait laissé sa propre vie pour construire la sienne, qu'il avait vu naître comme artiste et qui allait maintenant être celui qui recevrait la dernière lettre. Un pour François Naudy, son compagnon à ce moment-là, et un 3e, le plus court. Celui qui n'avait pas de destinataire spécifique parce qu'il s'adressait à tout le monde et à personne en particulier. La vie m'est insupportable, pardonnez-moi. 6 mots, 30 ans de carrière, 170 millions de disques, des dizaines de langues, des milliers de nuits sur scène. Et au final, 6 mots qui n'avaient pas besoin de traduction parce que la douleur n'a pas d'accent. Elle a ingéré une dose létale de barbiturique avec un verre de whisky, s'est allongée et ne s'est pas levée. On l'a trouvée le matin. Elle avait 54 ans, presque exactement l'âge auquel son père Pietro était mort. Le violoniste de l'Opéra du Caire qui lui avait appris sans le savoir que la musique pouvait transformer une petite chambre en quelque chose d'immense. Il y a des gens qui voient dans cette coïncidence plus qu'une coïncidence. Il y a des gens qui soutiennent que Dalida a toujours eu un rapport aux chiffres et aux dates qui touchaient au mystique. Mais ça, comme tant de choses dans son histoire, appartient au territoire de l'hypothèse. Ce qui n'appartient pas à l'hypothèse, c'est ce qui est venu après. Les funérailles ont été quelque chose que Paris n'avait pas vu depuis longtemps. Des dizaines de milliers de personnes ont rempli les rues de Montmartre. Pas seulement des Français, ils sont venus d'Égypte, d'Italie, de tout le monde arabe, du Japon, d'endroits où Dalida avait chanté dans une langue qui n'était pas la sienne et où elle avait quand même réussi à se faire comprendre. Des gens qui pleuraient quelqu'un qu'ils n'avaient jamais connu personnellement mais qu'ils avaient l'impression de connaître quand même. Parce que c'était ça, Dalida, ce genre d'artiste qui n'occupe pas une place dans votre playlist, mais une place dans votre vie, dans les nuits que vous ne racontez à personne, dans les moments qui ont besoin d'une voix, pour les accompagner sans poser de questions. Son frère Orlando était au premier rang, l'homme qu'il avait vu grandir au Caire, qu'il avait suivi à Paris, qui avait construit sa carrière avec elle pendant 30 ans. Ceux qui l'observaient ce jour-là ont dit qu'il n'a pas pleuré pendant la cérémonie.
qu'il est resté silencieux avec ce type de quiétude qui vient quand la douleur est si grande qu'elle ne tient plus dans aucun geste extérieur. Des années plus tard, Orlando dirait dans une interview que Dalida avait eu tout le succès qu'une personne peut avoir et que ça n'avait jamais suffi à remplir ce qui manquait. Que si Dalida avait réussi sa carrière, elle avait raté sa vie intime, non pas comme un jugement, comme un constat. On l'a enterrée au cimetière de Montmartre, à quelques mètres de la maison où elle est morte. L'arrivée, comme si même dans la mort elle avait voulu rester dans le seul quartier où elle avait ressenti quelque chose qui ressemblait à appartenir quelque part. Aujourd'hui, il y a une statue d'elle sur la place qui porte son nom. Les touristes s'arrêtent, se photographiant, certains déposent des fleurs. Les fans les plus fidèles laissent des mots écrits à la main, comme des réponses tardives à cette dernière lettre que personne n'a su lire à temps. La maison de la rue d'Orchamps est toujours debout. Le lierre pousse encore sur la façade. Le jardin qu'elle entretenait existe toujours. Et le quartier se souvient d'elle avec ce genre de mémoire qu'ont les vieux quartiers pour les gens qui les ont vraiment habités, non pas comme une plaque sur un mur, mais comme une présence qui d'une certaine façon n'est jamais vraiment partie. 170 millions de disques, la Légion d'honneur, des stades sur 5 continents. Une voix qui, 50 ans après, se retrouve encore dans des cafés, des radios et les écouteurs de personnes qui n'étaient même pas nées quand elle est morte. Tout ça, et 3 hommes qui l'ont aimée et n'ont pas survécu à cet amour. Et un enfant qui n'a jamais pu naître, et une stérilité qu'aucune scène n'a pu guérir. Et une maison à Montmartre qui, au bout du compte, était trop grande pour une seule personne, mais trop petite pour contenir tout ce qui n'avait pas pu être. Il y a des gens qui soutiennent que Dalida n'a jamais trouvé ce qu'elle cherchait, parce qu'elle cherchait quelque chose que la scène ne pouvait pas donner, un amour qui reste, une vraie famille, une vie qui soit la sienne et non la version polie et parfaite que le monde exigeait de voir chaque soir de l'autre côté du projecteur. Il y a des gens qui soutiennent que le prix d'être Dalida était trop élevé pour que n'importe quel être humain puisse le payer pendant 30 ans sans se briser de l'intérieur. Et il y a des gens qui écoutent simplement mourir sur scène, aujourd'hui, avec tout ce qu'ils savent, maintenant, avec tout ce que ce documentaire a reconstruit pièce par pièce, et qui ne peuvent pas la finir d'écouter, parce qu'elle sonne différemment quand on sait que ce n'était pas une métaphore. Elle sonne exactement comme ce qu'elle était. Un adieu que personne n'a su lire à temps. Ce que vous venez de voir est l'histoire que les gros titres n'ont jamais racontée en entier. Mais il y a quelque chose que ce documentaire n'a pas pu répondre, et c'est la question qui reste quand s'éteint la dernière lumière de Montmartre. Combien d'autres femmes comme Dalida ont construit des empires sur un vide que personne n'a vu? Combien de voix qui ont rempli des stades sont rentrées chez elles dans un silence absolu? Il y a une autre histoire qui vous attend. L'histoire d'une dynastie qui avait elle aussi tout, qui a elle aussi payé un prix que le monde ne regardait pas, et qui a elle aussi laissé un héritage que personne n'avait demandé. C'est dans la prochaine vidéo.